Yes! Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dans ta face. C'est rare, je dis le titre du podcast. C'est rare, je le dis. Là, j'ai recommencé à faire des mises à jour, donc ça se peut que tu l'écoutes sur YouTube ou que tu l'écoutes sur le Apple Podcast. Il y a du monde qui m'écrivait comme arrête de niaiser, de le mettre juste sur YouTube, mais là, sur iTunes aussi. Fait que c'est fait, c'est réglé. J'ai même mis ma photo à jour parce que j'avais une vieille photo qui datait de genre 3 ans avec ma petite barbe courte, puis mes cheveux courts, puis il y a du monde qui était comme man, je pensais même pas que c'était toi. Fait que c'est fait. Donc, merci de m'écouter soit juste en audio, soit en vidéo. Si tu m'écoutes en vidéo, tu as vu que j'ai une casquette aujourd'hui parce que j'ai les cheveux gras comme ça n'a pas de sens. Tu sais, des fois, tu dis, je suis dû me laver les cheveux, mais je vais laver demain, c'est pas grave, passer une journée. Moi, je suis rendu à 4 jours de j'aurais dû me laver les cheveux. OK, c'est dégueulasse. Ils sont gras, man. Genre, probablement qu'il serait luisant sa caméra, fait que je ne montre pas, fait que j'ai la casquette. Et le hoodie oversize de Sarmin Fashion avec 30% de rabais sur le site sarminfashion.com. Si tu mets le code promo Mike Baudouin, la pub est terminée. On enchaîne aujourd'hui avec le thème qui est, j'allais dire moi, là, mais c'est un peu mon parcours aujourd'hui, OK? Un des commentaires que j'aime recevoir et qui me fait plaisir et parce que quand j'ai parti le podcast, des fois, je me demandais, c'est-tu intéressant, les gens, ils veulent entendre ça, tu sais, puis je n'ai déjà parlé, là, sur iTunes, les vues sont bons, pour vrai, j'avais comme mis ça de côté, là, puis j'ai regardé les statistiques en uploadant les dernières capsules, puis j'étais comme, ah ouais, il y a ce monde-là qui écoute les vidéos, qui écoute l'audio, tu sais, les podcasts, puis je suis pas super régulier puis assidu, fait que ça me fait plaisir. Parce que les vues sur YouTube sont correctes, là, mais je veux dire, c'est très. Tu sais, j'ai pas 2000 vues par podcast. Fait que, puis en même temps, c'est normal parce que c'est juste du vidéo tout seul, moi. Il n'y a pas d'entrevue avec personne. Fait que je peux comprendre que c'est plus intéressant en audio quand tu conduis ou tu travailles que de l'écouter en YouTube. Ceci dit, des fois, j'ai des thèmes très personnels. Puis je me demande si ça intéresse les gens. Et j'ai eu quelques messages, vu que j'ai reparti le podcast, de monde qui me disait c'est cool, on a l'impression de te connaître, on a l'impression de savoir t'es qui plus que juste l'artiste sur scène, on a l'impression d'être un de tes amis puis d'avoir des informations qu'on n'aurait probablement pas juste en allant écouter des shows de toi sur scène qui racontent des jokes, des anecdotes. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours. Fait que si l'épisode de cette semaine ne t'intéresse pas, tu peux l'arrêter maintenant. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer, cet épisode-là, mais je te parle de ma jeunesse. Pourquoi je fais de l'humour, en fait, c'est quoi un peu mon parcours. Puis la raison que je parle de ça cette semaine, c'est que je me suis fait demander, parce que, tu sais, quand on fait des shows, on fait du corpo aussi. Puis là, il y a du corpo virtuel vu que les salles ont été fermées un bout de temps. On peut faire des shows aussi en vrai ou on va refaire des shows en vrai. Je ne sais pas quand je vais diffuser cette capsule-là, là, mais euh, les shows virtuels, il y en a encore quand même pour plein de raisons, là, parce qu'il des fois, il y a une limite de capacité, que ce soit dans les écoles ou les entreprises, parce qu'ils ont 2000 employés. Là, bref, fait que je me suis fait demander, hey, il y a des compagnies ou des écoles qui veulent avoir des humoristes ou des gens pour faire des shows virtuels, mais ils ne veulent pas du 100% stand-up. As-tu quelque chose d'autre à proposer? Puis là, j'ai fait, hey, j'ai déjà fait une version hybride conférence stand-up dans une école. Ils avaient pris mon show, puis c'était des jeunes de l'école secondaire qui étaient pas des jeunes décrocheurs, mais des jeunes qui avaient de la misère un peu, tout ça. Et le projet un peu de leur année, c'était vous allez organiser un show, trouver votre humoriste, trouver le financement, les levées de fonds, faire la pub, la promo. Puis moi, ma job, c'était d'aller faire le show, mais aussi de me déplacer dans la classe de ces jeunes-là, puis leur expliquer mon parcours. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai proposé un peu comme concept de show virtuel que je pourrais faire aussi en vrai, mais une espèce d'hybride je te parle de mon parcours, des embûches que j'ai eues, puis aujourd'hui, je gagne ma vie en tant qu'humoriste. Et j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, parce que je me disais, je suis pas un conférencier, je suis pas un coach de vie, je suis pas un conférencier, je suis pas connu non plus, tu sais. Tu sais, Étienne Boulay, je veux dire, il fait de la pub, il fait de la radio, il joue au football. Même chose, Laurent Duvernay-Tardif. Il y a des gens de la télé, du milieu de la télé que tu connais, des personnalités connues qui font des conférences en disant lâche pas, ça, c'est les embûches que j'ai eues, mais aujourd'hui, tu sais, ils ont du succès et sont connus. Et je me sentais un peu imposteur de parler de ça. Puis là, j'ai écrit à quelqu'un que je connais un petit peu, mais que j'aime bien. Charles de Drôlement Inspirant. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Je disais, man, je me sens un peu mal de ça parce que j'ai pas de formation en psychologie, en psychothérapie. Je suis pas un coach de vie. J'ai pas fait de formation non plus, de lecture sur la croissance personnelle, tout ça. Puis il dit, on s'en crise de ça, man. Il dit, il y a tellement de coachs qui sont mauvais. Puis j'ai parlé à d'autres personnes aussi qui m'ont dit ça. Il y a des coachs de vie qui scrapent des vies plus que de les aider, là, en donnant des faux conseils puis ils n'ont aucune formation. Il dit, l'angle que tu devrais prendre, ça c'est Charles qui m'a dit ça, mais l'angle que tu devrais prendre, c'est voilà comme un de tes neveux qui te demande des conseils. Hey, toi, tu gagnes ta vie en humour. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les embûches que tu as eues?
comment tu peux m'aider à me conseiller là-dedans? Fait que c'est ça que je te fais aujourd'hui et tu vas apprendre à connaître un peu Mike Baudouin et ça risque d'être le seul épisode que je vais parler un peu plus deep de ça, mais bref. Fait que, si tu me connais un peu, tu sais que je viens d'une famille de 4 enfants. Moi, j'ai 36 ans, j'ai 2 sœurs jumelles qui ont 34, si je ne me trompe pas, ou 33, et un frère qui a 30 ans environ, OK? Ou 31. C'est pas important. Ben, je me souviens pas des âges de tout le monde. Je sais même pas quel âge ma mère elle a, honnêtement. J'ai de la misère à retenir l'âge de ma blonde. Bref, fait que je viens d'une famille de 4 enfants, c'est moi le plus vieux. J'ai un père et une mère qui ont été ensemble jusqu'à temps que j'ai 12 ans. Mon père est militaire, mon père c'est un policier militaire. Fait que toute ma jeunesse, il était parti souvent. Afghanistan, Haïti, Chypre. Il se déplaçait, il allait en mission de paix, il allait en guerre, il était pour les casques bleus aussi. Il a fait plein de choses, OK? Mais il était souvent pas là. Il était aussi pompier volontaire. Euh, je retiens beaucoup de choses de mon père, qui aujourd'hui est décédé, puis je vais t'en parler plus tard, mais je pense que je retiens le sens de l'humour de mon père et la discipline de mon père. Moi, très jeune, là, je me levais tout seul le matin à genre 6-7 ans, puis je prenais ma douche tout seul. J'ai été super assidu là-dessus. Mon père, vu qu'il était dans l'armée, il avait cette petite discipline-là, puis il cirait ses bottes, puis il était obligé, là, mais tu sais, la petite coupe clean, puis tout son linge était repassé, puis tout. Fait que j'ai pas tout pris ça, là, parce qu'il reste que je fais un domaine très différent et aucunement discipliné. Mais moi, très jeune, là, à tous les jours, je prenais ma douche. Je prenais pas ma douche le soir parce que le matin, je me levais de mon lit, mais on dirait que je me sentais sale. J'étais comme, si ça fait 12 heures que je dors. Là, fait que j'ai pris cette discipline-là de lui assez jeune. Mes souliers sont tout le temps clean, sont propres. Là, moins avec les années, là, mais quand j'étais jeune, c'était une fixation. J'avais tout le temps des shoes blancs. Puis si tu pilais dessus, je voulais te coller ça de voler. Fait que j'ai pris ça de lui. Puis mon père, c'était le clown dans ses amis aussi. Il avait une bonne répartie. Il était un peu bitch. Il était un petit peu arrogant, mais confiant. J'ai pris ça de lui, OK? Et ma mère avait une personnalité super volubile, très là, wouhouhou, toujours de bonne humeur, tu sais. Dans une maison, quand ma mère est là, il y a une chaleur. Tu sens, c'est le genre de personne qui crée une ambiance, qui est le fun d'être là, qui va toujours s'occuper de toi, qui veut que tout le monde soit bien heureux et content. OK? Fait que j'ai un peu des deux, évidemment, parce que c'est mes deux parents, mais je pense que la discipline, la détermination, puis le fait d'être drôle vient surtout de mon père. OK, ma mère, elle est fun, puis c'est un bon public. Puis elle a créé la chaleur et l'ambiance et le genre I'm taking care of you, le genre je prends soin de toi. OK? Fait que quand j'étais jeune, moi, j'étais super gêné. Jusqu'en quatrième année, j'étais gêné. J'ai des petits souvenirs d'aller aux Zellers avec ma mère à Belleuil, OK, au même Montenac. Puis je voulais acheter des Power Rangers, des affaires de même. Puis elle me dit OK, parfait, je t'achète une figurine, puis c'est toi qui la paye. Puis elle me donnait 20$, elle me donnait la figurine. Puis j'étais tellement gêné puis mal à l'aise que j'étais pas capable de regarder personne dans les yeux. Fait que j'avais déposé la figurine, j'ai laissé le 20$, puis j'ai crissé mon camp. Puis ma mère m'attendait à l'extérieur du magasin, elle était comme qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis j'étais comme non, non, mais je veux pas. Puis tu sais, j'ai pas attendu ma monnaie, j'ai même pas pris la figurine. Je suis juste comme c'était ça, Mike Baudouin, dans le temps. Dans le temps, c'était Michael, OK? Parce que c'est vraiment mon vrai nom, mais Mike, c'est devenu le nom officiel avec les années et ma vie d'adulte. Mais bref. Fait que c'était ça, j'étais super gêné. Cinquième année aussi, sixième, ça a changé 5-6e année, mais j'étais quand même assez gêné. Je commençais à être plus dégourdi, puis le clown de la classe, mais reste qu'avec les adultes, les personnes plus vieilles que moi, j'étais super mal à l'aise, tu sais. Et dans ma vie, j'ai été intimidateur et intimidé. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais ça a commencé en cinquième année quand j'ai changé d'école. Pour je sais pas quelle raison. Quand j'allais rechercher mon bicycle au rack à vélo, il y avait des sixième année qui crissaient des coups sur mon bicycle, qui ne voulaient pas que je m'en aille. J'ai pas trippé tant que ça, mais sixième année, il était plus là. Fait que quand je suis arrivé en 6, j'étais un peu devenu l'inverse. Tu sais, j'allais pas bullier personne, mais j'étais un peu baveux, j'étais un peu bitch. Si tu avais une drôle de voix, j'allais t'imiter. Si tu marchais bizarre, j'allais t'imiter. Si tu sortais un commentaire par rapport, j'allais sortir quelque chose après toi dans la classe, tout le monde allait rire. Tu comprends? J'étais le genre de personnalité-là qui est resté jusqu'au secondaire. Secondaire, ça a juste amplifié. J'ai commencé à triper sur Jim Carrey, sur Ace Ventura. Puis là, j'ai comme découvert ma personnalité de j'aime ça parler, j'aime ça avoir l'attention, j'aime ça être drôle, j'aime ça faire rire les gens. Puis c'est ça que je faisais. Fait que j'ai eu des épisodes de problèmes de chez le directeur parce que j'étais un esti de tannant, puis j'ai eu des épisodes aussi pas fins où j'ai enfermé du monde dans les douches parce que je voulais juste être le gars désagréable, cool, cliché film américain de genre tu sors pas de la douche parce que tu pues, man. T'sais. Fait que j'ai été une marde un peu. Je me suis fait mettre en dehors mon école secondaire privée à Saint-Joseph, que j'ai fait 1, 2, 3. Après, je suis allé aux Hyères-le-Duc à Saint-Hilaire, qui est une école publique. Quand je suis arrivé là, ben, j'avais été désagréable dans l'été en jouant au basket et en allant à un party avec des gens que je connaissais pas, qui se retrouvaient à être à cette école secondaire-là, à Hyères-le-Duc. Ils m'ont recroisé dans les corridors, ils m'ont croisé en cours d'école, puis ils voulaient me coller sur une volée. Fait que moi, vu que je voulais pas
me refaire mettre en dehors de cette école-là, ben je fermais ma gueule, j'étais dans mes shorts, je chiais dans mes culottes, puis j'ai pas eu de fun jusqu'à temps que je décide de me battre avec un des gars que j'ai semi-gagné, mais c'était assez even comme bataille. Mais le lendemain, il n'est pas rentré à l'école, il y a eu un heure burn noir, tout le monde a pensé que j'avais gagné et on m'a crissé patience le reste de mon secondaire 4. Secondaire 5, tout était correct. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai toujours été bon dans les oraux, mais j'ai fait secondaire 5, c'est-tu 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai animé le show des talents à l'école. OK? Fait que j'avais jamais fait ça, j'avais jamais animé, rien de ça. J'avais pas de talent particulier, mais j'avais envie de m'impliquer. Il y avait un François, je pense qu'il s'appelait, bref, qui était là, qui avait fait beaucoup d'impro, et Mélanie, qu'elle s'appelait, avec qui j'avais été au primaire aussi un peu, mais qui, elle non plus, avait jamais fait ça. On s'est dit, on va animer le spectacle, fait qu'on va présenter les gens qui dansent, les gens qui chantent, qui jouent de la musique. Il y avait Charlie Pop, même dans le temps, qui faisait du beatbox, qui venait d'une autre école, qui était en concert avec des gens de mon école, mais c'est ma première expérience de scène, j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis rendu compte que j'étais capable d'être drôle quand même, rapidement, avec des petites phrases en présentant des gens, puis j'avais une bonne capacité à improviser. OK? Fait que c'est là que j'ai découvert un peu que j'avais envie d'être humoriste, mais en même temps, je voulais faire de la télé, je voulais être acteur, je tripais sur Jim Carrey, j'aimais beaucoup le basket, je jouais au basket énormément, fait que je voulais peut-être aussi être commentateur sportif. J'avais un rêve d'aller dans la NBA, mais j'étais comme pas assez bon pour ça, puis on dirait que c'est aujourd'hui que je le réalise, là, mais c'est ça, OK? Et ben, dans mon secondaire, mes parents se sont séparés. On a déménagé une couple de fois parce que mes parents ont fait faillite, se sont séparés, ça a chié un peu. Ma mère s'est fait des chums, mon père des blondes, puis chacun avait des relations toxiques et weird. OK? Fait qu'on a un peu grimpé là-dedans. Après, j'étais allé au cégep en communication. Et ma mère a rencontré un monsieur, OK, avec qui elle a été avec pendant quasiment 10 ans, qui était camionneur, qui sortait de prison aux États-Unis parce qu'il transportait de la dope. OK? Et il était chanceux parce qu'il a juste transporté du pot dans des sacs de hockey, fait qu'il s'est fait pogner, il a juste fait 2 ans et demi de prison aux États-Unis, ou 2 ans à peu près, mais il a transporté des affaires bien pires que ça dans sa vie, fait qu'il était chanceux de ne pas avoir 25 ans de tôle. Mais bref, tu vois le portrait. Fait que moi, ma mère, quand je commence, ben, j'étais en secondaire, déjà, elle connaissait, je pense, je suis en secondaire 5, 4-5 d'ailleurs. Et il m'a fait vendre des speeds à des amis à l'école, tu vois, hein? Une petite bonne influence. Moi, j'ai jamais pris vraiment de drogue dans ma vie, sauf une fois ou deux peut-être. Je connais rien là-dedans, mais j'ai la misère à voir des fois si les gens sont gelés ou pas. Puis lui, le camionneur qui sort de prison aux États-Unis, que ma mère il fait confiance, ben il me fait vendre des speeds à l'école. Mais c'est pas fait pogner, j'ai pas vendu ça longtemps. Mais il me donnait, j'ai vendais, puis je redonnais l'argent. Puis j'étais supposé avoir une cote que j'avais jamais parce que c'était un crosseur. Esti, ça finit là, man. Fait que j'ai pas vendu ça longtemps. Puis à quel point tu es un adulte manipulateur pour dire à un ado de 14-15 ans, tu sais, ah, je vais te donner ta cote plus tard, puis plus tard. Puis moi, je me laissais un peu manger la laine sur le dos. Puis il m'avait dit, peu importe ce qui se passe entre nous autres, tu dis jamais ça à ta mère. Tu me ramènes jamais ça d'en face, ça reste entre nous. Puis assez vite, je me suis rendu compte qu'il me fourrait. Fait que j'ai fait, hey, j'ai plus d'amis qui veulent en acheter, fait que j'en vends plus. Puis une crise de change, je me suis pas fait pogner à l'école par la police, parce que ça aurait peut-être changé un petit peu mon parcours aussi. Mais tout ça pour te dire que quand j'étais au cégep, j'ai étudié en cinéma, euh, en arrière de la caméra. Fait que j'ai appris à faire du montage, de la vidéo, filmer, éclairage, tout ça. J'étais pas le meilleur, mais c'est quelque chose que j'aimais. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai une petite base en montage quand même si j'ai pas retouché à ce domaine-là officiellement, parce que moi, j'avais envie d'être plus devant la caméra. OK? Mais euh, c'est à la fin de mon cégep que ma mère était encore avec le chum camionneur. Ben, moi, je finissais mon cégep, je suis encore à l'école et lui, ben, il se dopait en cachette. Et moi, ben, je ne savais pas. Comme je t'ai dit, je n'étais pas capable de savoir s'il était juste désagréable, frustré, sous, enragé, en psychose ou complètement défoncé sur la dope. J'ai aucune idée. Mais moi, je travaillais dans le coin de la chambre, dans le coin du salon, sur l'ordinateur à faire des travaux de cégep. Puis l'espèce de touche de clavier de clic, 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 ça y a tapé ses nerfs. Et il a pété une coche après moi, puis on s'est engueulé, puis on était sur le bord de se battre. Puis il me colle dehors. Et donc, j'étais encore au cégep à ma dernière session. Pas de job, pas de cégep fini, un char. Et je suis en dehors de chez nous. Ma mère qui rencontre ce monsieur-là, ma mère qui n'a pas de travail. Elle a eu une garderie pendant des années, ma mère, mais une fois qu'elle s'est séparée, ça a été ben, pas mal s'occuper de nous temps plein, tu sais, des 4 enfants. Et mon père n'a pas toujours payé pension non plus. Fait qu'elle a eu à se débrouiller puis être dans la marde quand même solide. Là, on a déjà eu accès à des comptoirs familiales là, de bouffe restant d'épicerie qui ne vendent plus parce que c'est tout mou, la salade, puis le lait est passé date. Ben, c'était nous autres qui avions ça pendant une période de temps. Et donc, le camionneur avec qui elle sortait, ben, il faisait de l'argent. Fait qu'il payait le loyer, puis il payait beaucoup de choses dans la maison.
Et je pense que ma mère s'est sentie mal de lui le mettre dehors. Fait que c'est moi, à 17 ans, qui s'est fait crisser dehors. Dans un petit 5,5 qu'on habitait, les 6, mes 2 sœurs, mon frère, moi, ma mère et lui. Fait que je me suis fait crisser dehors. Donc, je me retrouve dans la rue, man, à 17. Pas fini ma session de cégep, ma dernière qui me reste. Pas de job. Fait que je suis allé chez ma marraine une semaine qui m'a hébergé, qui était super gentille. Après, je suis un de mes amis du secondaire qui m'a hébergé aussi. Après, j'ai rencontré une fille parce que j'avais commencé à me tenir dans un bar, animer du karaoké de temps en temps. J'ai fait un show peut-être aussi. Euh, Fait que je suis allé habiter chez elle. Et ça n'a pas été la relation la plus simple, là, mais on venait de se connaître. Je veux dire, t'habites-tu avec quelqu'un une semaine après le connaître? Mauvaise idée, là, tu sais. Fait que j'ai habité là 3 mois. Je travaillais au Supermonde des athlètes au Promenade Saint-Bruno. Fait que je me tapais à l'habiter à Lachenay. Je faisais Lachenay, Promenade Saint-Bruno. Ça me coûtait une fortune de gaz. Je faisais tellement pas un gros salaire. J'avais la petite pension à payer. C'était l'enfer, man. OK? Ça n'a pas été une belle période de ma vie. J'ai capoté. J'ai fini mon cégep. Et c'est surtout au cégep que j'ai réalisé le pouvoir que j'avais de bien m'exprimer et d'être capable de projeter des idées claires, puis que j'allais peut-être pouvoir faire ça comme travail. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des présentations orales, depuis le secondaire, j'étais bon, mais on dirait qu'au cégep, ça s'est comme amplifié. Euh, J'aimais ça être devant la caméra dans mon cours de cinéma. J'aimais ça montrer de quoi j'étais capable. Je pense que j'étais un bon orateur. J'expliquais les choses bien. J'étais toujours capable d'être divertissant puis de faire rire. Et il n'y a rien que je trouvais plus plate que regarder des collègues présenter leur projet. Puis j'étais comme, calisse, c'est long à regarder. Zéro entrain, zéro motivation. Qu'est-ce que vous faites? Fait que je m'assurais d'être divertissant. OK? Et je me souviens maintenant en français, le plus beau commentaire un peu weird, tu sais, un drôle de compliment, mettons, là. J'étais en français. Moi, j'aime pas lire dans la vie. Il y a quelques livres que j'ai lus, mais surtout des biographies. J'ai pas une attention très longue là, sur la lecture, puis je pars le fil rapidement, puis je décroche vite, puis je pense à d'autres choses. Fait que les biographies, quand je connais déjà un peu l'athlète ou l'acteur ou la personne que j'aime, ben, tu sais, on dirait que je sais où ça s'en va, puis c'est plus facile pour moi. Tu sais. Fait que, confidence, je suis pas un très grand lecteur. Contrairement à ma blonde qui lit 5 livres par semaine en rotation puis qui suit les histoires. Là. Bref, je sais pas comment elle fait. Là. C'est comme si tu partais 5 films différents, mais t'écoutais 15 minutes différés à chaque jour pour les finir à la fin de la semaine. Elle a fait ça avec les livres. Bref, c'est une machine. Moi, j'ai pas ce talent-là. Mais j'étais en français, mon dernier cours, dernière session, mon dernier cours de français au cégep, et il fallait lire un livre, évidemment, pour faire une présentation orale là-dessus. Et je n'ai pas lu le livre. J'ai lu les 20 premières pages. J'ai pas accroché. Je suis allé checker sur Internet des résumés du livre. J'ai checké l'arrière, le résumé. J'ai posé des questions à des collègues dans ma classe et j'ai fait une présentation orale sur un livre que je n'ai pas lu. Et j'ai eu des rires, j'ai eu je pense que j'ai été divertissant et ma prof de français me dit le commentaire que je pense que je vais jamais oublier de ma vie, puis j'ai fait que je suis capable de gagner ma vie avec ça. Elle m'a dit c'est impressionnant à quel point tu es capable de nous faire croire que tu as lu le livre. Moi, là, ça a été le plus beau commentaire que j'ai eu de ma vie jusqu'à date, OK? Si tu sais que j'ai pas lu, mais que j'ai été assez intéressant, divertissant puis drôle pour que tu fasses Christy, c'est un bon bullshitter puis c'était intéressant, j'ai gagné, OK? Et c'est là que j'ai commencé à faire des shows par-ci, par-là, OK? J'ai commencé à faire des spectacles par-ci, par-là. À l'époque, il n'y avait pas autant de soirées d'humour que maintenant, mais j'en ai fait un, puis après un autre. Puis j'ai revu des vieux vidéos, puis j'étais mauvais, mais regarde, j'étais quand même divertissant, puis j'ai toujours été un bon orateur, mais j'étais trop paquet de nerfs, puis je criais pour rien, c'était fatigant. Bref, c'est quand je regarde ça, ma mère trouvait des vieilles VHS, là, je regarde ça, puis man, j'ai le goût de m'ouvrir les veines, ça n'a pas de sens comment c'est désagréable à regarder. Mais j'ai continué à faire ça, j'ai aussi travaillé au Sport Expert, j'ai fait d'autres job-ins, j'ai lâché ça, j'ai lâché le Supermonde des athlètes pour aller au Sport Expert. J'ai jamais eu de misère à me trouver des jobs dans la vie parce que j'ai toujours eu en entrevue cette capacité, cette facilité-là à me débrouiller. Puis, ben là, moi, j'étais en appart. Si j'avais pas juste ça à faire, là, tu sais, genre, c'est être gêné, puis tout, là, mané, il fallait que je gagne ma vie. J'avais un compte d'hydro, un compte de Vidéotron, un cellulaire, un loyer à payer à 17 ans en finissant mon cégep, je viens de me faire crisser dehors, tu sais. Fait que, regarde, j'avais des affaires à faire, puis quand j'arrivais en entrevue, ben, j'allais te convaincre de m'engager, que j'ai l'expérience ou pas, OK? Puis ça a toujours été ça, puis j'ai toujours été capable de faire ça. Fait que j'ai changé d'une job, j'ai fait Sport Expert un bout de temps, j'ai vendu des balayeuses porte-à-porte, des traitements de pelouse aussi porte-à-porte. J'ai rencontré la mère à ma fille à un concours d'humour que je n'ai pas gagné, mais je suis allé en finale, fait que j'ai pas gagné. Il y avait Danny Drouin dans le temps, Renaud Lefort, peut-être Manu Sainte-Croix que j'ai rencontré aussi dans des mêmes années.
Et ben, après, moi, j'ai écrit un email à cette madame-là qui est mon ex, qui est la mère à ma fille, hem, pour, la dater, là, l'inviter à un show, prendre un verre avec, tout ça. Puis finalement, on a été ensemble 6 ans, puis on a eu un enfant qui était pas planifié. J'adore ma fille, je l'aime, je reviendrai pas en arrière pour autant. Je l'ai eu, j'avais 24 ans. J'étais pas nécessairement prête à avoir ça. Elle avait 30 ans dans le temps quand ma fille est née. Donc, on a 6 ans de gap, qui est beaucoup quand même. Qui est pas beaucoup, mais qui peut être beaucoup dans la mentalité d'une personne et de la carrière, puis d'où tu es rendu dans ta vie pour avoir des enfants. J'ai toujours voulu des enfants jeunes. Je ne pense pas que j'étais prêt, mais j'étais content. Mais c'était pas planifié. Puis moi et sa mère, on a eu une relation tumultueuse pendant 6 ans. Je ne pense pas qu'on était fait pour aller ensemble, mais je ne savais pas encore à ce temps-là. Tu sais, en fait, je le savais, mais je me connaissais pas assez, puis je n'étais pas assez capable de mettre mon pied à terre nécessairement, puis d'expliquer ou de mentionner ce qui faisait pas mon affaire. Fait que ça a été des grosses années tough pour elle et pour moi. Beaucoup de disputes, beaucoup de chicanes. Euh, Moi qui venais de genre, je me fais mettre dehors, puis go, gagne ta vie, esti, puis je suis pas à l'université, parce que j'avais pas d'argent pour ça, puis ma mère, j'ai payé mon cégep tout seul, là, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, fait que je suis pas à l'université pour ça, puis là, d'arriver directement dans la vie de go, man, à 17, c'est ton appart, puis c'est tes comptes, puis c'est ça, puis à 23, elle tombe enceinte, quand j'avais 23 ans, ma fille tombe enceinte, puis là, à 24, t'as un bébé, puis let's go, puis on achète une maison, puis la relation va pas bien, puis finalement, on se sépare, puis on a perdu de l'argent les deux, puis elle a rencontré quelqu'un qui est allé déménager à l'autre bout du monde, puis qui, moi, m'a tellement fait chier, tu sais, puis je te parlerai pas du côté personnel de toutes les disputes qu'on a eues quand moi j'avais quelqu'un, quand elle avait quelqu'un, mais la distance a fait en sorte que j'ai pas vu ma fille autant que j'aurais voulu. J'aurais pu, là, mais je veux dire, c'était 1 heure aller, 1 heure à revenir, toutes les journées d'école, c'était beaucoup de route pour elle, c'était complexe aussi avec les shows. J'ai appris beaucoup pendant cette période-là. J'ai surtout appris, puis ça, je l'ai parlé dans l'autre podcast, mon ratio bonheur-argent. J'étais comme, c'est pas vrai que je vais me faire chier à faire de l'argent dans quelque chose que j'aime pas. Et je l'ai appris tôt parce que la mère à ma fille, aujourd'hui, ça me passe en entrevue parce elle travaille à un endroit, à une télé. Bref. Puis souvent, elle m'invite, puis j'ai des entrevues avec des gens de la télé, tout ça. Puis elle m'a quand même donné une visibilité intéressante. Puis aujourd'hui, on s'entend super bien. Mais il y a un bout de temps où je pense qu'elle ne tripait pas sur l'horreur d'humoriste, de partir à l'heure du souper ou un peu après le souper, de revenir tard, tout ça. On s'est beaucoup engueulé là-dessus. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire des shows parce que je trouvais ça lourd, toute cette situation-là. Et j'ai travaillé chez du proprio comme photographe et conseiller, je sais pas comment c'était quoi, représentant. En fait, t'expliquais aux gens, tu prenais les photos, puis t'expliquais aux gens comment rentrer les trucs dans leur dossier, puis un peu vendre leur maison, là, genre juste d'être accueillant, de donner un descriptif de la maison, de prendre les rendez-vous comme il faut, tout ça, là, des trucs de base. Bref. Et je faisais de l'argent, c'était relativement payant du proprio, mais j'étais plus heureux après peu de temps. Fait que j'ai lâché ça, puis j'ai fait fuck it ce que toi tu penses, fuck it ce que les autres pensent. C'est pas important l'argent, moi ce que j'aime dans la vie, c'est faire de l'humour. Puis cette période-là, là, j'étais tellement à bout de elle, de moi, de ce qu'on vivait, de pas être heureux. J'étais tanné de pas réussir à mon goût en humour, que j'ai arrêté 1 an, puis je suis pas allé voir personne. Je savais pas qui sortait en humour, qui faisait quoi, ce qu'il y avait. C'est l'année où genre Jay du Temple, Kat Levac, tout ça ils sont sortis de l'école de l'humour. Puis quand j'ai recommencé à faire des shows, je ne connaissais pas ces gens-là. Puis j'ai refait en route de mon premier gala. Puis Kat, elle pétait tout. Puis Jay aussi. Puis tu comprends, c'était à cette époque-là. Mais moi, j'ai eu besoin d'un bon break parce que mentalement, je n'étais plus là. Puis j'avais plus envie de faire ça. Puis je n'étais pas dans une situation où j'étais heureux. Mais j'ai recommencé à faire de l'humour. Puis j'ai fait, garde, ma relation va pas bien. Je me crisse un peu de l'argent. J'ai envie d'être heureux, puis la seule affaire qui me rend heureux en ce moment, c'est passer un peu de temps avec ma fille ou faire de l'humour. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait qu'on s'est séparés, on a perdu de l'argent sur la maison pour plein de raisons. Et après, ben, je me suis retrouvé dans un petit crise de 4,5 de marde, tu sais. Puis j'ai refait ma vie tranquillement. Puis j'ai décidé que j'étais bien quand j'étais humoriste. J'étais bien avec une job que j'aimais, puis quand j'étais avec ma fille, plus que de travailler temps plein puis faire full de cash, tu comprends? Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, tu sais. On and off là, depuis la pandémie, mais tu sais, je gagne bien ma vie. J'ai pas besoin d'autres travail, tu sais. Même si je suis allé me chercher d'autres formations, des trucs comme ça, tu sais, au cas. Mais je fais juste ça, tu sais. Et j'ai tellement appris sur moi dans les dernières années, puis tu sais,
de me faire foutre dehors à 17 ans, c'était une bonne épreuve, là. Tu sais, d'avoir un enfant quand t'es pas prête puis c'est pas planifié, c'est une autre grosse épreuve, tu sais. Quand j'étais au secondaire aussi, j'ai dit: «J'ai été bullié puis j'ai été le bully». Ça ajuste ton caractère un peu, là, de faire: «Ah ouais, je peux marcher sur la tête des autres, mais ça se peut que j'en mange une Christie moi aussi si je me calme pas», tu sais. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acné au secondaire, là. J'ai pas vraiment eu de blonde longtemps ou tu sais, les gens s'intéressaient pas à moi. Une chance, j'étais drôle et intéressant parce que j'étais pas beau, là. J'étais dégueulasse, là, tu sais. À part secondaire 1, 2, ça a été correct. J'ai eu des petites blondes. Après, je pense que j'en ai eu une, peut-être, jusqu'à la fin de mon secondaire. J'étais rasé avec un nez sourcil puis de l'acné en fou, tu sais. Fait que toutes ces petites étapes-là ont fait que je suis devenu la personne que je suis. J'ai développé mon sens de l'humour, ma facilité à m'exprimer, à divertir. J'ai gagné une confiance en moi que j'avais pas le choix de bâtir parce que quand t'es laide comme j'étais, maintenant tu fais, gars, va falloir que je me débrouille tout seul. Et toutes les petites épreuves du chum à ma mère, puis ces affaires-là, puis tout ça. Puis une des épreuves les plus weird que j'ai eu à vivre, c'est quand ma copine, là, avec qui ça fait 5 ans que je suis, on a un enfant. Mais quand elle tombe enceinte, mon père a pogné le cancer. En fait, on a su qu'il avait le cancer. Et il était revenu au Québec parce qu'il était en Chine. Tout ce que je t'ai pas expliqué, c'est que depuis que mes parents sont séparés, que j'avais 13 ans environ, lui, il s'est fait une autre femme, il s'est remarié, il a habité en Belgique, en France, en Chine, au Bangladesh et Mexique. Un petit peu à Québec, puis après, il est parti au Mexique, puis il est revenu. Donc, les 2 dernières années, il était à Laval, Montréal et Laval. Et on a su qu'il avait le cancer, qu'il aurait pu déceler au Mexique quand il était là, mais ça a été mal fait, puis tout ça. Mon père aussi avait un PTSD, il était post-traumatique de trucs qu'il a vécu à la guerre, surtout en Afghanistan, je pense, parce qu'il y a eu des trucs, il a vu des gens mourir. Je pense qu'il a vu des collègues à lui aussi dans des situations un peu intenses. Fait que je sais, sa femme m'avait déjà dit, tu sais, que des fois, il allait à l'hôpital dans des rendez-vous, puis il tombait dans une espèce de transe où il se mettait à crier, qu'il allait se faire attaquer, se cachant sous des chaises. Quand il entendait des gens parler arabe, ça le faisait capoter parce qu'il avait peur. Tu sais, ça ramenait des gens de flashback qu'il n'était pas capable de sortir de, comme s'il était pris dans son imagination, tu sais. Fait que les 2 dernières années, ben, c'est ça. On savait qu'il y avait le cancer. Moi, ma marraine est décédée du cancer assez rapidement. Ça n'a pas été long avec les traitements. Ma grand-mère aussi est morte. Elle a eu la leucémie, elle a eu le cancer du sein. En tout cas, plein d'affaires, là, mais tout le monde meurt quand même jeune. Chez nous, tu sais, ma mère, ses 2 parents sont morts du cancer du poumon à genre début ou fin soixantaine. C'était super tôt, là, tu sais. Ma marraine est décédée à même pas 60 ans, si je ne me trompe pas. Ma grand-mère était plus vieille, par contre, là, mais mon grand-père d'un AVC. Puis euh, mon père, il avait 59 ans. Donc, on sait qu'il a le cancer. Puis mon père étant ce qui est, genre, non, je suis tough, je suis correct, si je ne montre pas mes émotions, rien. Tu sais, il n'est jamais vraiment venu me voir en show. Il est venu me voir une fois à Québec, quand il était là, dans les 16 dernières années, au Comédia. Et j'ai eu un standing ovation, puis j'ai jamais vu mon père fier comme ça de toute ma vie. Mais c'est la seule fois qu'il est venu. Puis il voulait prendre des photos avec moi puis avec tout le monde qui passait dans la rue. C'est mon gars, ça. Mais tu sais, j'avais pas de nouvelles de lui. Il était en Belgique 2 ans, puis il appelait pas. En Chine 3 ans, puis il appelait pas. J'avais des nouvelles de lui une fois par année. Tout le monde avait plus de nouvelles de lui que moi, tu sais. Fait que les 2 dernières années, ben, j'ai été plus souvent chez eux, puis on se voyait de temps en temps. Puis je sentais qu'il essayait de récupérer un peu peut-être le temps perdu. Mais c'est le genre de père qui a tellement jamais été là, puis qui a tellement jamais montré d'affection, qui s'est jamais fait de câlin, puis qui a jamais dit à ses enfants qu'ils aimaient, que c'était malaisant. Puis c'était pas malaisant, genre j'étais bien avec, là, mais je veux dire, j'étais pas à l'aise d'aller faire un câlin, de le serrer dans mes bras, puis de dire que je l'aime, puis je m'ennuyais, puis que j'espère qu'il va rester là longtemps, tu comprends-tu? Moi, c'est l'affaire que je dis le plus souvent à mes enfants, je pense. Je t'aime tous les jours, tous les matins, tous les soirs, en se couchant, en se levant. On se fait des câlins. Ma fille me fait encore des câlins. Ma fille a 12 ans, puis ma blonde, des fois, elle nous regarde, puis on écoute un film sur le divan, puis la petite est couchée, elle est à côté sur moi, là, puis j'ai le bras comme ça, comme quand elle avait 4 ans, comme quand elle avait 7 ans. Puis ma blonde, elle me dit, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants là, qui font ça nécessairement. Elle dit, moi, j'ai jamais fait ça avec mon père. Je vois pas mes amis faire ça avec leur père. J'ai jamais vu mes amis faire ça avec leur père. J'ai toujours voulu être meilleur que mon père, mettons, de donner plus d'affection, d'être là, d'être présent, de m'intéresser, d'impliquer mes enfants, puis qu'eux s'impliquent dans mes affaires, tu sais, puis que je m'intéresse à leurs affaires. Parce que mon père n'a pas fait ça, puis je me suis toujours dit, moi, quand je vais avoir des enfants, je vais tout faire le contraire de lui. Là, le problème, c'est que je suis aussi impatient puis agressif que lui. Moi, je pogne les nerfs, puis j'ai le goût de tout arracher, puis je gueule, puis je snap vite, mais je redescends vite, par contre. Mais je suis présent pour mes enfants, puis je suis là, puis je les aime, puis je leur dis.
Fait que ça a été 2 années un peu weird, genre on sait qu'il va partir, mais quand? Puis tu sais, lui, il était convaincu que plus il faisait des traitements de chimio, puis de radio, puis de whatever, qu'il allait avoir un pourcentage de plus de chances de survivre, puis qu'il allait toffer finalement. Puis ben, il était de pire en pire, il avait des pertes de mémoire, des gros blackouts. Il tombait en bas des marches, il s'en rappelait pas, puis il se réveillait 3 heures après, puis il avait aucun souvenir de rien. Mais pendant ce temps-là, ma blonde était enceinte. Et pendant ce temps-là, ben, on se ramasse à, mettons, janvier 2020 à peu près. Un petit peu avant la COVID, puis moi, je fais des shows avec Rachid, puis je commence à réussir à vendre mon show solo un petit peu partout, puis ça va bien, puis je suis content, puis je vends mon show au bordel, je fais la première à l'Olympia aussi, puis tu sais, mon but, c'est, ben, le petit va naître, c'est cool, je vais faire mes shows avec Rachid en première partie, je vais être capable de vendre mes petites salles de spectacle partout. J'avais une coupe de tournage de prévu dans l'été de mon One Mini Show qui va être diffusé éventuellement, mais pour moi, ça allait être une belle année 2020, tu sais. Et mon père, ben, il a empiré, empiré, empiré pour décéder le 27 mars 2020. Fait que j'ai passé le temps à l'hôpital. Puis le plus weird là-dedans, c'est tu sais quoi, là? Puis je pense que je l'ai déjà parlé dans un autre podcast, mais je prends la peine de le répéter tranquillement, là, c'est que la COVID était déjà là. On est allé à l'hôpital, on n'avait pas le droit, mais pour les phases terminales, puis les gens qui étaient sur bord de mourir nous laissaient aller. Il était complètement défoncé sur des drogues pour pas qu'il ait mal, j'imagine, là, tu sais, de la morphine puis des trucs comme ça. Puis j'y ai pris la main, puis j'ai tout dit ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de dire, que je l'aimais, que j'aurais aimé que ce soit plus là, que je trouve ça plate parce il verra pas mon gars, tu sais, parce que ma blonde est encore enceinte. Tout ça, pour le lendemain me faire dire par sa femme, il se souvient même pas que t'es venu, il était trop gelé. Retourner dire les mêmes affaires pour que finalement, ben, le 27, il soit déjà décédé quand j'arrive. Il était mort, fait que c'est ça, fait que j'ai passé la nuit là avec mes sœurs, puis sa femme. Et j'arrive chez nous la nuit du 27 au 28 mars, puis ma blonde, ben, est enceinte, puis elle me dit, ben, j'ai des contractions. Fait que je pense que je vais accoucher. Fait qu'on a passé, ben, elle a passé quasiment 24 heures en contraction parce qu'elle était vraiment, tu sais, c'était aux 10 minutes, on appelait à l'hôpital, puis on pouvait pas se déplacer, puis tout ça, puis attendait qu'on soit rapproché dans les contractions pour pas passer trop de temps à l'hôpital pour rien. Fait que moi, j'arrive de l'hôpital le 27. Mon père vient de mourir. Puis le lendemain, en arrivant chez nous, ma blonde est en contraction, est en douleur, elle souffre. Je fixais la TV qui était fermée. C'était un drôle de moment où j'étais vraiment triste, mais je savais qu'il fallait que je sois là pour elle parce que le petit allait arriver, mais je n'étais pas capable mentalement d'être encourageant puis agréable. Fait que j'étais juste comme un esti de zombie sur le divan. On est allé à l'hôpital, puis le petit est né. Fait que mon fils n'aura jamais vu mon père n'aura jamais vu mon fils. Vivre une mort puis une naissance en 48 heures, c'est spécial en esti, je te le confirme. Euh, puis moi, à chaque fois que mes enfants naissent, je broille. Je suis pas capable de pas. C'est comme trop un beau moment, tu sais. Puis je venais de broyer parce que mon père était décédé. Euh, puis la COVID est arrivée, puis j'ai tout perdu mes shows. J'ai pas tout perdu mes shows, mais une Christie de gang. Puis mes shows les plus intéressants que j'avais envie de vivre, ben, ils ont été déplacés, puis annulés, puis n'ont jamais eu lieu. Puis ça, je n'ai déjà parlé aussi. Mais ça fait qu'on se ramasse aujourd'hui avec le petit Mike Baudouin, 36 ans, qui a 2 enfants de 2 mamans différentes, qui s'est fait mettre dehors de chez eux à 17 ans, qui a appris à se débrouiller jeune, à trouver des jobs, à avoir confiance en lui, à être capable de se vendre rapidement parce que le moment où tu es dans tes shoes puis dans tes culottes, tu fais comme il me faut du cash, il faut que je me débrouille, il faut qu'on m'engage, il faut que je sois capable de vivre, il faut que je fasse vivre cet enfant-là aussi, il faut que je puisse payer mes comptes. J'ai quand même envie d'être drôle, de continuer à faire ma carrière, de refaire ma vie, de mettre mon pied à terre, de savoir ce que j'aime pas, de faire une introspection, de prendre tous ces moments-là, puis ces petites embûches-là, puis de faire un recap de ma vie, faire comme, ben là, j'ai la confiance, j'ai la passion que j'aime, je vis de mon travail, j'ai des enfants que j'aime, je suis où je suis où j'aurais aimé être en partie dans ma vie. Le petit 30-20% qui manque, c'est le one-man show, puis être un peu plus connu, là, parce que ça amène plein d'autres choses avec ça. C'est pas tant d'être connu que tout ce que ça amène dans ta carrière, mais bref. Et c'est d'apprendre à me connaître. Puis de tout ce que j'ai vécu, toutes les petites crises d'embûches, il y a du monde qui ont vécu bien pire que moi, soit dit en passant, qui ont vécu dans des piqueries, que leur mère c'était des prostituées, leur père un alcoolique qui se faisait battre, tu sais.
Il y a plein de trucs que je t'ai pas raconté de ma jeunesse, mais qui est pas aussi deep que ça. Mais tu sais, euh, le but dans tout ça, c'est que peu importe ce qui arrive comme embûche, j'ai jamais lâché. J'ai eu des grosses drops d'émotions, des gros downs, mais j'ai quand même toujours été capable de continuer. Puis j'aurais pu décrocher vite, là. J'aurais pu, quand je me suis fait mettre dehors à 17, rester au sport expert toute ma vie, faire des petits jobs d'une job à l'autre, puis juste décrocher de mes rêves puis de mes buts. Quand j'étais en relation avec quelqu'un qui backait pas tant ma job d'humoriste, ben, de faire OK, c'est beau, fuck it, puis me trouver une job à 100 000, puis je reste là-dedans pas heureux toute ma vie. Puis j'ai décidé de continuer, j'ai décidé de pousser, j'ai décidé de laisser faire ce qu'on me disait. Puis même que mon père m'ait vu une fois dans toute sa vie, qui m'a toujours dit d'aller dans l'armée parce que c'était une job stable, que moi, c'était insécure, ben j'étais comme, moi, je m'en crisse. Puis aujourd'hui, je suis où j'ai envie d'être. Je suis heureux, je me connais. Et grâce à tout ça, ben, je gagne ma vie avec une passion puis un travail que j'aime. Et ça revient à l'autre podcast que je disais l'autre fois, mon ratio bonheur est plus important que mon ratio d'argent. Puis là, j'ai la chance que les deux soient corrects. Je suis assez heureux que je suis bien, puis j'ai assez d'argent pour être heureux et tout payer. Je suis pas dans le trou, je suis pas dans le trouble. J'ai des enfants que j'aime, puis une blonde que j'aime, puis c'est ça qui compte. Et c'est ça le parcours de Mike Baudouin. Ça fait qu'aujourd'hui, je me connais tellement que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'aime pas, ce que je peux apporter, ce que je n'ai pas envie d'apporter, ce que je veux attirer dans ma vie, ce que je veux dans ma vie. Je pense que je suis une meilleure personne à cause de ça. Je suis pas la meilleure personne. Ça ne veut pas dire que tu t'entendrais bien avec moi dans la vie. J'ai plein d'autres défauts qui est d'être impatient puis d'être impulsif. Puis ma blonde pourrait t'en sortir un esti de gang, là, mais euh, au moins aujourd'hui, je me connais. Puis toutes ces embûches-là ont fait quelqu'un de moi de plus fort. Et je suis bien. Puis c'est ça aujourd'hui. Fait que c'est un long podcast de 37 minutes, je pense qu'on est rendu. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça te fait me connaître un peu plus. Il y a des trucs, j'aurais aimé aller plus deep un petit peu, mais ça serait trop long. Fait que je vais peut-être en parler à maintenant en entrevue à d'autres podcasts, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Le parcours de Mike Baudouin qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis l'humoriste que je suis aujourd'hui, puis le papa que je suis aujourd'hui, et le chum que je suis aujourd'hui. Puis le gars qui fait des podcasts, qui n'est pas capable de finir puis de conclure. Ça fait 4 minutes, je pense, je répète la même affaire en boucle. All right, c'est tout. Merci. À bientôt. Ciao.